Bonjour, excusez-moi, c'est mise en place. Je n'arriverai jamais à être aussi technique que mes prédécesseurs. J'ai déjà du mal à allumer mon ordi. Je suis très mauvais pour cette chose-là. Merci. Excusez-moi. Bonjour, donc merci. D'abord, merci pour votre présence et merci pour l'invitation. Merci à tout le monde, c'est toujours un plaisir d'être là. Au milieu du travail, c'est toujours un grand moment de venir au radin. Donc, encore une fois, merci beaucoup. En effet, on s'est dit que ça serait sympa de parler, je proposais de parler aujourd'hui, quelle authenticité historique dans les jeux vidéo. Et puisque c'est la méthode que je connais le mieux et parce que j'ai contribué à la développer, quelle est la méthode Ubisoft à l'heure actuelle, premier développeur et producteur de jeux vidéo en France. Plus proche. Ok. N'hésitez pas à me le faire si le Brighton au bout d'un moment. Donc, je voulais vous parler de ça. C'est un sujet qui nous travaille à Ubisoft depuis un certain temps. Je vais essayer de développer, je vais parler un petit peu de nos méthodes, nos approches. C'est une réflexion en cours. Quelque chose que je dis toujours, et je vais commencer par ça en introduction. Le jeu vidéo est à l'heure actuelle le média culturel le plus important au monde, celui qui produit le plus et qui rapporte le plus. C'est beaucoup plus que le cinéma, que toute chose qu'on pensait être beaucoup plus impactante. Non, c'est bien par le jeu vidéo que les choses se font. Le paradoxe de tout cela, c'est qu'à l'inverse, c'est un média qui manque de maturité et de manière criante. C'est un média qui est à peine en train de penser comment il travaille, comment il fait les choses, comment il les représente, qui n'a pas du tout conscience de son impact, qui, je dirais, systématiquement, ce qu'on va vous répondre quand vous parlez d'authenticité, historique, de représentation dans les jeux vidéo, la première réponse de n'importe qui développant les jeux vidéo est « Oh, tu sais, nous on fait des jeux ». C'est pas faux. Mais en même temps, déjà, faire des jeux, c'est un art extrêmement noble et c'est quelque chose de complexe. C'est pas si facile que ça de faire un jeu, c'est-à-dire quelque chose qui va créer ce fameux, un cercle magique, cet espace dans lequel on va oublier tout ce qui se passe et on va promouvoir de nouvelles règles et agir en conséquence et oublier notre réalité. Donc, c'est déjà faire un jeu en soi, c'est énorme. Mais encore une fois, en plus, sans se rendre compte que ça a un impact extraordinaire pour des choses comme l'histoire, notamment, et ça, c'est le focus que je voudrais adopter. Pour des choses comme l'histoire, à l'heure actuelle, on a toute une partie de la population mondiale qui découvre, je parle des gens qui ont accès aux jeux vidéo, certes, mais qui en fait découvrent l'histoire à travers les jeux vidéo. Et donc le premier contact avec l'histoire, c'est les jeux vidéo. Comme, je vais être honnête, moi ma génération, ça avait été des films et de la BD aussi. Donc en ce moment, c'est par le jeu vidéo que ça passe. Et parfois de manière très exclusive, c'est-à-dire que c'est le jeu vidéo et rien d'autre. Il n'y a pas nécessairement de cursus historique au sens où nous l'entendons partout, etc., etc. Donc, encore une fois, un média qui occupe une place extrêmement importante, mais qui n'a pas toujours conscience de le faire. Il n'y a pas forcément une réflexion là-dessus. Donc, pour vous en parler, je vais faire un petit focus sur... alors, effectivement, notre marque Assassin's Creed d'Ubisoft, c'est une des plus grandes marques mondiales. Je ne suis pas là pour vous en faire la réclame, comme je dis toujours, mais c'est juste pour expliquer un peu. Oui, donc, grande marque mondiale qui laisse une place très importante à l'histoire. C'est un jeu d'action et d'aventure qui va permettre aux joueurs et joueuses de découvrir, en fait, de se transporter dans le passé, de découvrir les périodes historiques clés. Alors vous le voyez là, vous avez en haut à gauche la Bagdad abbasside du XVIe siècle, le moment où Bagdad est le centre du monde. Vous avez le Paris révolutionnaire, dont on a parlé aussi, qui a fait parler dans les médias, notamment pour des interprétations politiques justement. Vous avez Alexandrie à l'époque de l'Égypte romaine, on vous a montré Stonehenge au IXe siècle dans le terme anglo-saxon, etc. etc. La particularité d'Ubisoft, c'est donc d'aller, et ces jeux Assassin's Creed, c'est d'aller explorer ces époques, ce que nous on appelle des époques pivots. On aime bien les moments où il y a quelque chose qui change. Ça, c'est pour un petit peu attirer l'attention. On a des éclairages, des époques où il se passe quelque chose d'important. Une révolution économique, sociale,
culturelle, politique. On aime bien ces époques pivots et joueurs et joueuses sont invités à y participer sans jamais pouvoir changer les grands événements historiques. La question n'est pas du tout d'affecter le cours de l'histoire, mais en fait on va jouer un petit rôle dans l'ombre qui va permettre quand même d'avoir l'impression d'y participer et en tout cas d'y assister. Donc encore une fois, ce sont des jeux qui permettent de se balader et de découvrir des périodes clés. Je dis Grèce antique, Londres industriel, c'est une licence qui est apparue en 2007. Je n'arrive pas à les compter parce que nous avons aussi des compléments, il y a des petits focus sur certains endroits. Selon les décomptes, on est entre 13 à une trentaine de jeux. Sachez aussi, d'ailleurs, au passage, avec des déclinaisons en BD, Oran et autres, etc. Il y a toute une partie, ce que l'on appelle le transmédia. Donc, une aventure qui est extrêmement populaire, un jeu d'aventure et d'action qui est extrêmement populaire, et notamment pour sa connexion avec les grands événements historiques, et notamment sa capacité à recréer aussi des lieux et des moments dans l'histoire. C'est, encore une fois, et là c'est pas parce que je suis dans le que je le dis, c'est reconnu, Assassin's Creed est reconnu internationalement pour sa capacité à reconstituer avec des limites dont nous parlerons et avec les adaptations et des contraintes dont nous reparlerons, mais reconstituer des époques historiques et notamment reconnu pour son talent à reconstituer des bâtiments. Désolé pour tous les anglicismes ou anglicismes que nous on appelle iconiques dans le jeu vidéo, on les appelle comme ça. Quand on va s'approcher d'un endroit d'une époque, on va déterminer un certain nombre de bâtiments clés, iconiques, connus qu'on pourrait reproduire, qui d'après nous transmettent un message et permettent une expérience beaucoup plus immersive dans cette chose-là. Bagdad, c'était toute la ville en soi qu'il était. Dans le Paris révolutionnaire, bien évidemment, Notre-Dame a été un objet de choix et vous en avez sûrement entendu parler à l'occasion, malheureusement, de la destruction de Notre-Dame. On a reparlé de la reconstitution qui a été faite dans Assassin's Creed par Ubisoft, etc. etc. C'est aussi l'occasion de rencontrer, il faut le mentionner, c'est aussi un travail de reconstitution quelque part. L'occasion de rencontrer aussi des grands personnages historiques, plus ou moins historiques, voire carrément légendaires ou fictionnels. C'est pour ça que je mets, ça peut aller de Léonard de Vinci, qui a été un personnage important dans la première partie de Assassin's Creed, une première saison qui s'était passée dans la Renaissance italienne. On va à un moment dans un jeu qui se passe en Grèce, on va échanger longtemps avec Hérodote, qui va nous accompagner, d'ailleurs, nous donner des indications, nous aider, etc. Et tout dans d'autres personnages. Il y a Robespierre dans Assassin's Creed sur Unity, sur la Révolution française. Et là, je vous ai mis Odin, c'est un personnage bien évidemment non existant, mais quand même, là on voulait le rencontrer. On trouvait ça marrant d'introduire un personnage comme ça dans l'histoire, comme s'il était une figure historique, mais évidemment on lui porterait une autre profondeur. Donc c'est cette occasion-là. Mais c'est aussi, et enfin, et c'est là-dessus nous qu'on insiste souvent, c'est l'occasion de faire tout un travail de reconstitution aussi en termes culturels, depuis la vie quotidienne jusqu'aux plus grands aspects culturels qui peuvent constituer ou caractériser une société. Et je le mets alors avec une tendresse affectueuse, les jeux. Parce que moi j'appelle les jeux. Dans ces jeux-là, c'est l'opportunité d'aller à la rencontre des personnes d'une époque. C'est pas forcément, et il n'est pas toujours facile à l'heure actuelle dans le jeu vidéo de créer des rencontres qui soient extrêmement profondes avec ce qu'on appelle des personnages non joueurs, des PNJ. Ce sont des gens que vous allez croiser, si ce n'est pas déjà programmé pour avoir des contacts et qui vous passent une aventure, etc., et qu'il y a quelque chose de particulier, ça va juste être croiser des gens dans la rue, les écouter. Mais rien que ça, c'est déjà beaucoup. Écouter les conversations. Quand vous passez dans la rue, vous écoutez les conversations. On travaille sur les langues, d'ailleurs, on travaille beaucoup sur la linguistique. En tout cas, on essaie de transmettre toutes ces choses-là, c'est-à-dire de donner aussi une importance non pas seulement aux grands événements, aux grands personnages ou aux grands bâtiments les plus iconiques, mais aussi à la vie quotidienne, aussi aux populations, aux sociétés, dans leur richesse, de leur diversité, etc. Ça a été notamment le cas, et peut-être s'exprimer avec le plus bonheur, parce que le cas le permettait, avec la Bagdad abbasside, parce que c'est à ce moment-là la grande
et encore une fois avec un jeu qui nous permet de le réaliser. Pour tout ça, vous en doutez, il faut beaucoup de recherche, il faut beaucoup de travail de recherche, c'est l'équipe que j'ai la chance de diriger. Alors nous appelons effectivement, alors on adore ces anglicismes dans les titres, je noterai d'ailleurs la traduction qu'a fait Pedro du titre en français, ça me paraissait bien, j'ai jamais réfléchi à ce qu'on pourrait faire. On a des titres à rallonge, etc. Notre équipe s'appelle Humanities and Inspiration, les humanités et de l'inspiration, ce qui d'ailleurs me paraît très sympathique, hein, c'est un mot on ne savait pas trop comment s'appelait. La recherche, c'est notre petit surnom. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'autres recherches sur Ubisoft et je ne veux surtout pas leur capter tout ce que c'est que la recherche. Il y a des recherches scientifiques et autres, techniques, enfin il y a beaucoup de pôles de recherche sur Ubisoft. Nous on est connus comme ça, comme la recherche. On est à l'étage 3C dans un bâtiment. Où on peut voir un gros paquet de bouquins, c'est facile de nous trouver, il y a un tas de bouquins, c'est une gigantesque bibliothèque, il y a même des vieux objets, choses comme ça qu'on a récupérés. Tous nos bouquins de recherche, en général, est facilement repérable dans une ambiance de jeux vidéo. Notre mission, et parce que c'est important, c'est accompagner et superviser dans les équipes créatives. Alors ce qu'on appelle le HQ, par contre, c'est le top management, les instances supérieures qui décident des jeux. Dans la création des mondes d'Ubisoft, on va les accompagner dans cette création au travers de recherches, comme je vous le disais, tirer des humanités, histoire, géographie, géopolitique, sociologie, archéologie, art. Je vous parle de passé et je vous ai parlé de passé, mais ça peut aussi concerner bien évidemment ces recherches des sociétés tout à fait contemporaines, mais auquel au passage on va essayer de donner une profondeur historique à chaque fois et culturelle. Ça peut être aussi des sociétés futures. On peut faire de la recherche sur le futur, la futurologie, ça a du sens et ça peut être fait très sérieusement. C'est tout à fait le genre de choses qu'on va chercher pour étoffer l'enjeu. Je vous parle précisément d'Assassin's Creed parce que c'est celui qui est le plus ancré et le plus lié à des recherches historiques, mais on a quantité de jeux qui nécessitent des recherches du même ordre. Pas toujours avec la même profondeur, mais quand même des recherches du même ordre, encore une fois en histoire, en biologie et autres. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les lapins crétins, c'est de sympathiques petits personnages de lapins qui font des bêtises. Même pour eux, on fait des recherches en fait. Je veux dire, alors oui, c'est pas hyper poussé non plus, mais quand même, on peut en refaire quand ils vont se balader dans le monde. On essaie de savoir lequel et comment ils s'organisent. Donc ça c'est notre mission. J'insiste là-dessus, je crois qu'on est une unique dans toute l'industrie du jeu vidéo. Je le dis toujours, il y a beaucoup d'équipes partout dans les différents studios dans le monde de production de jeux vidéo qui font des recherches, le font avec beaucoup de brio et le font très très bien, mais c'est toujours spécifique à un projet, spécifique à un jeu, et sans nécessairement avoir une équipe dédiée et permanente à la recherche qui, fournissent le travail de documentation, comme on va le voir, et réfléchissent à la manière de le faire et de faire correspondre toutes les recherches historiques et autres dans le jeu. Donc ça, c'est une de nos particularités. Je montre tout le monde, il y a ma lunette, bon, ça vous m'avez vu, moi j'ai étudié l'Amérique latine, mais je suis un gros passionné d'histoire en général et d'anthropologie, etc. D'ailleurs. J'ai mon collègue Thomas Cardel qui est venu parler ici il y a 3 ans, me semble-t-il, qui était venu parler ici il y a 3 ans de Grèce, de l'usage de la glace dans les jeux vidéo, historien lui aussi, alors spécialiste de Afrique médiévale, alimentation. Thomas Organstrophi, sciences politiques, Olivier Krohn, géopolitique et choses militaires, il a lui-même un passé de militaire, et F.B. Naïm, qui est géographe et cartographe, c'est fondamental pour un jeu. Alors, ces connaissances-là, on parle beaucoup d'histoire, je parle d'histoire au sens large, archéo et tout, enfin permettez-moi de le mettre dans un même ensemble, mais la géographie et la cartographie, ça a aussi beaucoup de sens, et notamment pour le jeu vidéo qui se pense aussi en espace. Alors, pour expliciter un petit peu notre approche sur les questions d'authenticité, il faut être très très clair qu'il est hors de question pour nous ne prétendons pas reproduire le monde tel qu'il était et atteindre un niveau d'exactitude parfait. C'est dans des mondes fictifs, fictionnels comme nous le faisons,
ça n'aurait pas d'utilité, ça n'aurait pas de sens, ça serait extrêmement difficile à faire. Et nous sommes toujours bien d'accord que nous faisons des jeux. Il est hors de question, encore une fois, de prétendre à l'extrême expertise et qualité des travaux que vous avez vus ici avant et que vous pouvez connaître par ailleurs de vos sujets historiques. Notre but, c'est de faire des jeux. Mais après, ça n'empêche pas de les faire bien. Ça, c'est autre. Donc, nous ne parlons jamais d'historicité. On essaie d'éviter tous les termes d'exactitude, c'est un profil de réalisme, etc., qu'on entend beaucoup dans notre industrie. Notre industrie du jeu vidéo est très mal à l'aise, emploie un peu les termes les uns pour les autres, enfin, c'est pas toujours comment dire ce qu'elle fait, très exactement. Nous, on essaie de pousser en ce moment l'idée qu'on travaille en authenticité. Comme on dit, peu importe le monde qu'on construit, de toute façon, ça sera une fiction, une constitution. Mais par contre, il faut en garantir la cohésion, la richesse, le caractère unique et toute la profondeur. C'est très important pour les jeux. C'est tout simplement une question d'immersion. C'est même une nécessité absolue pour un jeu. Il y a une telle production de jeux vidéo et une telle offre de jeux vidéo qu'un jeu qui n'est pas immersif. Un jeu qui est ennuyeux, un peu long, difficile à comprendre, etc., enfin, qui provoque la moindre réaction négative ou neutre, même tout simplement, dans l'engagement du jeu, et abandonné à l'instant même. Ça, c'est totalement démontrable et les gens passent à autre chose. Donc, il faut être immersif. Il faut vraiment avoir cette capacité à recréer un monde et un univers. Et évidemment, on sait très bien que le monde réel et l'histoire en sont une garantie, en tout cas une bonne aide, constitue une aide extraordinaire pour le faire. Donc pour nous, on est très clair, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité. Je vous l'ai dit, authenticité, c'est d'abord une perception, c'est un sentiment. C'est pas de l'exactitude, c'est le sentiment du vrai. Sauf que ce sentiment, il n'apparaît pas par magie. Ça se développe, ça se travaille sur la base de recherche approfondie. Et c'est précisément là où mon équipe intervient, c'est-à-dire que nous, on va faire des recherches, on va donner des conseils, accompagner les équipes et on va les aider à prendre la décision. Il faut toujours être clair là-dessus. Moi-même, je ne me classe pas dans l'industrie créative, dans la partie créative de nos jeux. Je ne suis pas dans la partie technique non plus. Nous sommes des conseils à la recherche et à la prise de décision. Il ne m'appartient pas de savoir ce qui fera un bon jeu. Il ne m'appartient pas, j'ai un avis comme tout le monde, il y a des trucs que j'aime plus que d'autres, etc. Mais moi je ne sais pas faire un jeu, il y a des vrais métiers, des vraies expertises là-dedans. Et nous, on peut les conseiller, on peut alimenter leur créativité, on peut leur donner des choses, mais il faut toujours d'ailleurs faire attention à ne pas dépasser dans notre rôle, à ne pas se prétendre nous-mêmes les créatifs, à ne pas commencer nous-mêmes à vouloir écrire l'histoire de ce jeu vidéo ou imposer tel ou tel élément. On a des bonnes intuitions, il faut bien le dire. On sait en général par la pratique, moi ça fait 10 ans que je suis là-dedans minimum, on commence à bien le faire, mais quand même, il faut toujours être prudent et respecter le boulot de chacun. Très grossièrement, et pour vous le résumer de manière synthétique, une équipe comme la mienne, elle va rassembler toute la connaissance, ce que nous on appelle la connaissance du monde, les expériences vécues, du savoir académique, et tout ce qui est culture populaire, qui sont autant d'opportunités et d'inspiration pour les équipes créatives. Elles-mêmes, elles vont lancer le processus de création, elles vont faire des choix dans ce qu'on leur apporte. On va les aider pour que ça reste cohérent, pour que ce ne soit pas juste, qu'il n'y ait pas des biais de sélection, que ce ne soit pas des choix discordus, etc. On va les aider, les accompagner dans ces choix pour constituer une époque. Et c'est là qu'on obtient quelque chose qui, normalement, est authentique et immersif. C'est comme ça qu'on travaille. Encore une fois, l'idée ce qu'on voit des fois d'ailleurs de conseillers historiques, on a un peu cette idée, vous savez, de conseillers ou conseillers historiques qui travaillent sur des films ou autre chose et qui est un peu tout puissant, qui expliquerait tout ce qui va se faire, tout ce qui va se passer ou qui intervient avec des décisions de censure. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes là pour intervenir, pour faire les recherches, apporter la matière, et cette matière est convertie en quelque chose de créatif et ludique par nos équipes. C'est comme ça que ça marche, c'est un échange, c'est un dialogue, mais notre rôle, fondamentalement, il est de conseil et non pas directif. Les piliers de nos expertises, c'est faire de la recherche. De la recherche de terrain et de recherche académique. Ça peut paraître évident, et alors j'imagine que je suis en face d'un terre qui est très sensible et très au fait des questions de recherche. Tout le monde ne sait pas chercher. Il y a des expertises extraordinaires dans le monde du jeu vidéo.
petites choses. Il y en a, je ne sais même pas ce qu'ils font. C'est magique, je suis là, je regarde. C'est de comprendre, je vois le résultat, mais je ne sais pas comment on est arrivé là. Par contre, c'est vrai que sur des recherches, c'est pas très simple. En fait, c'est un métier. Faire une bonne recherche, choisir au bon endroit, choisir les bonnes choses, apporter la bonne information, la comparer, la peser, etc., la sous-peser, voir ce que c'est un métier en fait. C'est un vrai métier et on a, dans notre industrie, tout le monde ne sait pas le faire. Ça peut amener à des petites bêtises. Il y a un exemple, je prends toujours, de on avait signalé qu'il y avait des villages de culture celte étaient parfois avec des constructions circulaires, et à l'inverse que ceux romains étaient angulaires, carrés, rectangulaires, etc. C'est évidemment très grossier comme découpage, mais bon, pour un jeu vidéo, ça pouvait servir. Des collègues avaient fait une recherche, ils ont cherché village circulaire, ils sont tombés en fait sur un village de vacances dans des autos. Ils ont commencé à adapter les images de vacances dans le jeu. Nous, on est arrivés, on s'est dit, ça ressemble vraiment pas à ce que devait être un village de l'époque. Effectivement, en cherchant, en allant à Rebond, on s'est rendu compte qu'ils avaient trouvé une photo de village de vacances sur les autos. Oui, faire des recherches, en fait, il faut le faire de manière accompagnée. Il y a une vraie culture de la recherche, c'est pas évident. Et Internet, on le sait, peut être une ressource extraordinaire, mais ça peut être aussi un piège fantastique. Nous-mêmes ne prétendons pas tout savoir, nous faisons appel en quantité. Alors moi, je suis un chaud partisan à toutes les expertises externes possibles. Et nous faisons l'interface avec les expertises externes pour apporter la matière. Historien, linguiste, archéologue, on va visiter les sites archéologiques, on va partout. On va dans les musées, on lit beaucoup, on va partout, ça doit se faire. Et le deuxième pilier pour des équipes comme la nôtre, c'est la médiation. Trouver des bons résultats et trouver des bonnes sources et trouver des choses intéressantes pour la reconstitution du monde, c'est une chose, mais si vous ne savez pas les transmettre aux équipes en face, aux équipes qui vont produire ces choses-là, et que vous ne savez pas expliquer exactement à quoi ça sert, comment l'utiliser, si c'est trop lourd, si c'est incompréhensible, si c'est pas accessible, si c'est pas simple, nous sommes en contact avec des gens qui ont encore une fois des expertises extraordinaires dans leur domaine, mais il est hors de question d'arriver avec une thèse et de leur mettre sur la table en disant la réponse est dedans. Il faut en extraire la matière, il faut savoir la mettre à disposition. Nous avons des outils pour ça, des sortes de Wikipédia, des choses qui rendent des choses accessibles, qui donnent envie de les lire, etc. Mais là aussi c'est un métier. La médiation c'est un métier et nous devons servir de médiateur avec tous les métiers du jeu vidéo pour leur apporter ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. En plus c'est une production qui va vite. Quand je dis vite, ça peut prendre 4-5 ans quand même, mais ça va très vite en réalité pendant ces années-là. Ça concerne plusieurs centaines de personnes réparties sur des dizaines de studios dans le monde entier, avec des langues différentes, des cultures différentes, des approches différentes, des gens qui n'ont jamais entendu parler de telle ou telle chose dans l'histoire, qui n'ont pas suivi le cursus classique de l'éducation nationale française, et avec son déroulement qu'on connaît à peu près tous et toutes. Ça suppose de s'adapter. On ne peut pas attendre de ces gens-là de devenir des historiens, des historiennes, des archéologues. C'est à nous de le faire et c'est à nous de leur transmettre la bonne matière. On travaille, sans surprise, je vous disais, culture matérielle, culture non matérielle, architecture, art, costume, équipement, personnages, événements, la nature, le relief. La collègue Ève, on est une des brouteuses à l'intérieur d'Ubisoft. On travaille évidemment sur tout ce qui est non matériel aussi, je vous en ai parlé, l'accent sur les langues, etc. est important. Alors les livrables, je suis désolé, c'est très frustrant, je ne peux pas vous les montrer, donc j'avais un très très joli truc dans lequel tout apparaissait. En fait, je n'ai pas le droit de vous les montrer, donc je vous montre juste ça pour vous dire ce qu'on fait. On a des outils avec des newsletters, on utilise l'expertise externe, on fait des voyages d'exploration sur le terrain, on fait des recherches ciblées, on fait de la cartographie, on fait des évaluations de risques. Un des risques les plus forts ces derniers temps, vous le savez, beaucoup de symboliques nordiques, vikings et germaniques ont été largement reprises par l'extrême droite un peu partout dans le monde. C'est un sujet, on avait fait des gros avertissements là-dessus en disant vous faites ce que vous voulez, mais ça pas franchement. Enfin, il faut éviter toutes ces choses-là. Et on fait évidemment des recherches transverses, ce que je vous disais, on réfléchir à comment employer l'histoire dans les jeux vidéo, comment employer les connaissances dans les jeux vidéo, comment le faire bien pour être respectueux et représenter les choses bien. Donc ça, c'est le genre de livrable qu'on fait. Opportunités et contraintes.
Et dans opportunités et contraintes que tout ceci offre, ça va faire un petit focus sur le jeu vidéo même. Le jeu vidéo, ça offre une expérience unique en termes d'immersion. Je pense que ça couvre toutes les possibilités d'immersion possibles. C'est extrêmement riche à ce niveau-là. Le jeu vidéo nous permet de sentir, de ressentir, de penser, d'agir, d'interagir avec les gens. Il y a des limites techniques, mais elles sont repoussées à chaque fois. Et de plus en plus, on peut travailler là-dessus. D'où le fait que pour nous, c'est extraordinaire. Parce que toutes les recherches qu'on fait, on sait qu'il y aura un moyen de le faire passer. Il y aura sûrement un moyen de le faire passer, il y aura sûrement un moyen d'apporter de transmettre des choses. Ce n'est pas qu'un scénario, ce n'est pas qu'une histoire. Il y a tout ce qu'on appelle la narration environnementale, tout ce que vous voyez autour de vous. On a représenté pour un jeu qui s'appelait Far Cry, on a représenté une dictature dans les Caraïbes. Il y a tous les messages de propagande que vous entendez en permanence dans la rue. Il y a ce que vous voyez sur les affiches. Vous allumez la télévision, vous entendez, vous allumez la radio dans une voiture, vous entendez aussi de la propagande. Ça contribue à créer ces ambiances-là. Encore une fois, ça apparaît de mille et une manières, c'est penser chacun des produits qu'on va trouver dans un magasin ou qu'on va trouver sur un étal de marché. Vous en doutez, pour nous, c'est la chasse à tout ce qui est tomates et autres choses ramenées d'Amérique sur les étals de marché médiévaux. C'est le gros classique. Quand on remplit un étal de marché, on met les produits qu'on trouve partout maintenant, et nous, on est là, historiens, à dire non, c'est pas possible. C'était pas encore arrivé. Donc ça fait partie de notre boulot, mais je veux dire, c'est que toutes ces choses-là, et le jeu vidéo offre ces manières de travailler et de transmettre quelque chose, et de transmettre du savoir et des connaissances. Les métiers concernés, je l'ai déjà un petit peu avancé. On travaille avec des équipes qu'on appelle World, ce sont des équipes qui sont là pour recréer le monde dans lequel va se dérouler le jeu. On travaille avec les équipes artistiques, celles qui vont vraiment lui donner ce qu'on en voit de ce monde-là. On travaille donc avec narration et réalisation. C'est le métier le plus évident auquel nous sommes associés, pourtant c'est pas forcément ces personnes-là avec lesquelles on travaille le plus. Encore une fois, on travaille souvent le plus largement. Ce qui est le level design, alors la construction de niveau, c'est les blocs d'épreuves que vous allez rencontrer. On travaille avec l'audio, j'étais très heureux d'entendre parler tout à l'heure, parler d'audio. L'audio c'est fondamental, les langues, les sons. Est-ce qu'il y avait des cloches dans les villages, dans les églises du Moyen-Âge, en tout cas le plus tôt possible, etc. Quels sont les sons d'animaux, lesquels, pourquoi, etc. Ça pose quantité de questions, mais là aussi quantité d'opportunités d'immersion. On travaille aussi, je vous l'ai dit, avec le marketing. Il faut nous demander de quoi on va parler, de quoi ça parle. On est toujours content de participer. Je l'ai mis un petit peu à part sur le défi. Ça sont tous les métiers du jeu vidéo avec lesquels nous sommes en contact et avec lesquels nous travaillons étroitement. Les contraintes. Je vous ai parlé de tout ce qui est opportunité. Il y en a, encore une fois, mais il y a bien évidemment des contraintes. Il y a celle globale dont je vous ai parlé, de faire un jeu vidéo. Je vais une main levée par fond. Il faut que je lève le micro. On continue, je pense. Ok. Donc, je vais expliquer aux demoiselles de quoi ça parle. Ok. Donc, choix créatif. Je vous disais, dans les contraintes, il y a en général le fait qu'on fasse un jeu. Ça impose des choix créatifs. On a des créatifs et des créatifs qui ont beaucoup d'idées, qui aimeraient beaucoup faire des choses. Et évidemment, nous, on a souvent un rôle de rabat-joie dans le fait d'arriver derrière et leur dire que non, là, quand même, ça va un petit peu trop loin. On préférerait pas ci, on préférerait pas ça. Là, vous sortez de la cohérence de votre monde, voire même vous allez faire quelque chose qui est désimmersif par rapport au monde que vous êtes censé représenter, quelque chose qui n'existe pas. Typiquement, un jeu d'action-aventure, les questions typiques de créatifs, ils aiment bien quand ça explose. Le cinéma américain, je pense, nous a habitués aux explosions. On nous demande systématiquement qu'est-ce qui pourrait exploser en pleine préhistoire, qu'est-ce qui pourrait exploser au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on va faire exploser dans ces trucs-là, est-ce qu'il y a des grenades, etc. Au passage, en faisant des recherches, on découvre des trucs des fois surprenants, mais je veux dire, c'est jamais vraiment tout à fait ce qu'ils veulent. Reproduire l'explosion napalm dans la Grèce antique, c'est pas possible. Donc des fois on peut être très frustrant pour les équipes, on arrive toujours à trouver des solutions, à trouver des choses qui pourraient quand même fonctionner.
On peut enflammer les marais s'enflammer facilement. Dans l'Angleterre médiévale, ça a été une solution qu'on avait trouvée pour créer des gigantesques incendies. Donc on peut faire des choses comme ça, quand il faut qu'il y ait un petit peu d'action. Il y a bien sûr toute la partie gameplay, créativité. On tolère le fait que ça bouge pas, etc. Mais on tolère totalement le fait en termes de gameplay, par exemple, et de créativité, qu'on ne mette pas 4 jours pour arriver à cheval d'un bout à un autre. On va toujours plus vite. Même chose pour les bateaux. Donc il faut encore une fois, il faut que ça joue, il faut s'adapter à ces choses-là. Il y a des questions de budget. Le jeu vidéo permet de faire des choses absolument extraordinaires, sauf que les budgets, même s'ils peuvent être très conséquents, nous parlons quand même de, on va dire, une bonne centaine de millions d'euros pour un jeu, un jeu du niveau d'Assassin's Creed, et c'est un chiffre à minima. Donc, ça, au bout des budgets conséquents, ça coûte cher. Si ça coûte cher à produire, ça coûte cher à vendre. Donc, il faut quand même rester dans des règles d'accessibilité pour les audiences qu'on vise. Il y a des questions tech, là aussi des merveilles peuvent être faites, mais il y a des limites en tech. Et il y a des questions de source, on disait. Alors ça, c'est plus notre question à nous. Que faire avec Bagdad, détruit par les Mongols au XIIIe siècle, comment on l'a reconstitué? Que faire quand on a des sources extrêmement limitées sur le monde viking, contrairement à ce qu'on pense, en fait, qui est très peu documenté, etc. Donc, il y a des travaux sur les sources, ça peut quand même constituer des défis importants. Donc, voilà pour ce qui est les contraintes, elles sont multiples et elles sont importantes tout au long d'un processus de production. Maintenant, pour illustrer le résultat un petit peu avec des types de jeux. Ce que ça permet, ce que ça permet pas, parce qu'on dit toujours le jeu vidéo d'une manière globale. J'ai essayé de vous en faire un portrait le plus total possible, mais le plus global possible. Mais parlons de type de jeu parce que ça permet pas toujours de faire la même chose. Les jeux de base comme Assassin's Creed, action-aventure, sont des jeux d'infiltration troisième personne, soit un peu monde ouvert. Monde ouvert, vous pouvez vous balader partout sur un espace qui représente quand même virtuellement plusieurs kilomètres carrés, voire des fois plusieurs dizaines, voire on est déjà atteint le 100 km carrés. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader virtuellement partout et interagir à peu près avec tout ce que vous voyez. Un monde ouvert, c'est fabuleux pour nous, pour les équipes en charge de nourrir ce monde et de l'alimenter. Par contre, il faut avoir des choses à mettre dedans. C'est toujours la complexité et on ne peut pas reproduire à l'infini. Il est hors de question de faire du remplissage générique. Ça s'est fait dans beaucoup de jeux vidéo, c'était une solution quand il n'y avait pas d'autre chose à faire. Maintenant, on commence à pouvoir avoir des mondes plus uniques, plus adaptés, plus réactifs aussi, dans lesquels on va avoir l'impression que les choses sont différentes. Les jeux vidéo de mon enfance, vous arriviez à un village, c'était le même village que vous aviez vu avant, le même que vous verrez après. On pouvait totalement l'accepter, mais c'est vrai que maintenant on peut travailler beaucoup plus dans les détails. Vous le voyez, c'est une troisième personne, c'est le petit bonhomme que vous voyez se balader. Et avec un plan, je l'ai mis à côté, un plan de la Bagdad Abbasside qui peut être extrêmement riche, fourni, avec quantité de choses à voir, à découvrir, et encore une fois, avec toute l'information qui est à apporter là-dedans. Nexus, c'est une expérience VR, on en parlait tout à l'heure, ça m'intéressait, là j'écoutais sur le VR. Nexus, c'est une expérience unique qui a été faite sur le VR par Ubisoft avec Assassin's Creed. Pour nous, c'était intéressant parce que ça nous a permis de jouer beaucoup plus sur les détails, sur les objets. Dans des jeux comme Assassin's Creed, on voit les petits objets, en fait, on les voit de loin, on n'a jamais l'objet de près. Ça a permis de jouer sur des objets de près. Alors, j'avais pas le document même. Le fameux globe en œuf d'autruche de Leonardo, on pouvait le manipuler, on peut le regarder dans tous les sens. Ça permet de se focaliser sur les objets et ça, c'est bien ça. C'est sur la Florence Williams. Oui, alors il se passe, il y a une partie où on retourne à Florence, il y a une partie qui est à Boston en 1775 dans la Révolution américaine, et une partie où on est en Grèce. Ça fait faire 3 expériences en double. Et la diffusion de cette version VR, c'est comment les jeux, c'est ce qu'ils achètent, ils jouent chez eux, ça en VR, c'est les gens doivent avoir un casque chez eux, c'est plutôt des immersions qui sont proposées dans des lieux type musée ou autre. Alors, ça, pour les musées, on en reparlera. Par contre, pour le jeu, là, ça supposait effectivement d'avoir le Quest, dans ce cas-là, le Quest 2, ce qui a été en fait
fin à l'expérience. Alors je ne vais pas parler au nom des personnes en charge de toutes ces études-là, mais ça a mis fin temporairement, en tout cas, à notre expérience officielle à CCC. Il avait dit on a fait un essai, pour l'instant on met ça en stand-by, on verra pour la suite, parce que ça pose un problème d'équipement. Il faut que les gens soient équipés en casque VR. Il y a des problèmes d'âge, il y a des problèmes d'équipement. On s'est rendu compte que en fait, c'était pas le jeu lui-même, il a été considéré, d'ailleurs au passage, il a reçu des prix en quantité. Le jeu est bien, le problème c'est qu'il faut avoir le casque. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, et il y a toutes les limites de la VR, on l'a dit aussi, ça peut être très mal supporté. Enfin, il y a beaucoup de raisons de la texture. Mais en retour, pour nous, super beau, et notamment cette question de travailler sur le petit format, les objets, et de faire découvrir les objets et des manipulations. Là, je vous montre, alors ça paraît tout bête, mais j'ai tenu à le faire, les jeux mobiles avec cette version Assassin's Creed mobile, Assassin's Creed Rebellion. C'est une version mobile, alors c'est bien un jeu mobile, hein, c'est tout simple, c'est pour jouer dans le métro ou dans le bus, hein, il n'y a pas de mensonge là-dessus, c'est un jeu très marrant, mais en fait, il y a quand même un boulot de recherche derrière, et c'est aussi une manière de faire passer des choses. Alors, extrêmement simplifié, c'est-à-dire que vous allez typifier les bâtiments, les styles architecturaux à l'extrême, on va les simplifier à l'extrême pour qu'ils deviennent caractéristiques de telle ou telle époque, telle ou telle culture, etc. Mais l'exercice est intéressant et aussi une manière de transmettre quelque chose. Et au passage, alors là, par contre, en termes d'équipement, le mobile, il y en a partout. Des formations latino-américaines obligent, l'Amérique latine notamment, on y joue énormément au mobile. Et on connaît Assassin's Creed par le mobile plus que par les jeux. Donc c'est aussi un moyen impactant, en tout cas, qui a son public et qui, en termes d'équipement, fonctionne plutôt bien. Et là, je vous montre. Alors, ça, c'est un autre jeu, c'est pas Assassin's Creed, mais c'est pour vous montrer qu'on peut aussi faire des histoires différemment sur les jeux. On a aussi ce jeu Anno qui va sortir bientôt, qui va sortir d'ici la fin de l'année, 117 Pax Romana. Anno, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Vous construisez votre petite colonie romaine là dans ce cas-là. Je pense que c'est assez parlant ici. On est dans un endroit qui, je pense, on sait de quoi on parle. Je vous laisserai le découvrir. Enfin, je vous invite à le découvrir quand il sortira. Il y aura toutes les images, etc., qui sont diffusées à ce propos. Là, ça permet de jouer alors là, sur du macro, de créer sa petite ville, d'avoir cet impact-là, de reprendre la logique, la cohérence, de comprendre. Nous, on a travaillé sur les flux commerciaux, sur le processus de romanisation, qu'est-ce que ça supposait, et la transformation progressive d'une ville depuis ses origines autochtones vers un exemple plus romanisé. Pardon pour les termes employés, mais donc on a travaillé là-dessus. En fait, il y a un gros boulot de recherche derrière, même pour un jeu dont la fonction à la base, encore une fois, c'est du, pardon pour l'anglicisme, c'est du city builder, vous faites votre petite ville, évidemment, si c'est mal organisé, pas cohérent, il va y avoir des révoltes, tout ça va mal se passer, etc. Et surtout avec l'idée de développer tout ça. Et quel bel exemple que l'Empire romain pour ce qui est des flux commerciaux extraordinaires qui permettaient d'avoir du garum d'Afrique du Nord transporté jusqu'au mur d'Adrien. Enfin, c'est des choses hallucinantes. Donc pour nous, ça a été une belle expérience. C'est aussi une manière de travailler et encore une fois aussi une manière de reconstituer et de transmettre. Là, dans ce cas-là, avec ces petites briques de création de ville. Donc voilà pour ça, je vous mettais juste ça. Là, c'est toutes les marques, j'insiste toujours là-dessus. Des équipes comme les nôtres, on peut travailler sur absolument tout, il y a des besoins sur tout type de jeu. Ce qui est le jeu, ce qu'il permet de faire, ce qu'il prétend être, c'est une chose. Le travail de recherche derrière, il a de toute façon besoin d'exister et de plus en plus besoin d'exister. D'autant plus que nous avons des audiences qui sont de plus en plus exigeantes en termes d'histoire, d'archéologie, d'art, de culture, etc. Toujours plus sensibles aussi. Et plus sensible aux représentations, et donc on peut travailler sur absolument tout, même si derrière ça peut être un jeu folklorique comme Far Cry où vous êtes en mode survie et violence dans un monde dans lequel vous êtes perdu, etc. Je dirais, peu importe en fait ce jeu-là, un jeu comme For Honor aussi, qui est un jeu pour guerriers, etc., qui se battent, alors même qu'il y a des anachronismes totalement assumés dans les confrontations. Mais il y a toujours un travail de recherche à faire là-dedans. Pour aller vers je passe à au-delà des jeux très très vite. Et je me dépêche, pardon, je parle beaucoup.
Pour aller au-delà des jeux, à Ubisoft, on fait des jeux, mais il y a un vrai engagement culturel. Je le dis toujours, l'existence de mon équipe en est la preuve. S'il n'y avait pas un vrai souci de recherche, de travail, de transmission culturelle, qu'on peut discuter et qui est en cours de réflexion, d'élaboration, mais s'il n'y avait pas ce vrai souci, s'il n'était pas sincère, il n'y aurait déjà pas mon équipe n'existerait pas. Les gens comme moi ne travailleraient pas dans ce média. Donc il y a un vrai engagement, et ce vrai engagement, c'est aussi que toutes les recherches que nous faisons, les travaux qui sont faits, puissent être ensuite transmises d'une manière ou d'une autre dans des choses dans des productions qui vont au-delà des jeux. Il y a une unité dédiée à Ubisoft qui s'appelle Ubisoft New Business, avec Deborah Papernick, Anne Jenkins, le Galway, Romain Facialet, je les cite parce que c'est des gens qui font un super boulot et qui méritent, et Martina Strena qui vient de les rejoindre. C'est prêter des éléments des jeux pour une reconstitution. Ce que vous voyez là, en rouge, c'est exposition à la British Library sur Alexandre le Grand, avec un sarcophage qui lui a été attribué, qui a été présenté au milieu, mais c'est Ubisoft qui a fourni autour la décoration telle que nous l'avions conçue pour un jeu Assassin's Creed Origins qui se passait donc dans l'Égypte romaine. C'est au Grand Palais Immersif, découvrir la Venise d'antan à travers tout simplement une petite borne avec le jeu qui permettait de connaître cette expérience immersive qui a été développée dans les premiers Assassin's Creed. La 878 AD, c'est à Winchester, en Angleterre, une expo dans la ville de Winchester, donc capitale d'Alfred le Grand, roi anglo-saxon qui a fait face aux Vikings. Et expérience que j'ai eue. Moi j'ai adoré ça, ils ont fait appel à tout. Il y a de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, il y a des acteurs et actrices qui venaient interpréter des personnages typiques de l'époque. Il y a toutes choses. Nous avons prêté des éléments, il y avait des objets archéologiques aussi, et nous avons prêté beaucoup d'éléments aussi pour y contribuer à cette expo. Donc là, expérience vraiment très très sympa. J'espère qu'on pourra faire les mêmes choses enfin qu'on aura l'opportunité en France notamment de développer ces expos-là. Vous avez les Discovery Tour. Mon collègue Maxime Durand, qui en est à l'origine, est venu ici d'ailleurs il y a peut-être 5 ans pour parler de Discovery Tour. Ce sont des expériences sans violence de Assassin's Creed. Assassin's Creed, oui, il y a de la violence, c'est pas le but. Et on peut gagner sans, et ça n'encouragerait pas plus loin à être discret à l'information qu'à rentrer dans le tas, mais ça reste un jeu dans lequel il y a une part de violence. D'où le fait qu'il y a un âge limite qui en théorie est fixé à 18 ans. Il nous a paru important d'avoir des versions disponibles et qui permettent d'explorer le monde tel qu'il a été conçu pour le jeu sans violence et en créant des petites expériences de découverte de thématiques culturelles. Avec un niveau de connaissance historique un petit peu plus avancé dans la version purement game. Et même discuter, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, notamment dans Viking Age, nous discutons des choix qui ont été faits pour le jeu. C'est-à-dire on essaie d'éduquer aussi un petit peu aux jeux vidéo discrètement, de dire, vous voyez, nous dans le jeu on avait besoin de ça, donc on a fait ce choix-là, mais en réalité c'était pas aussi grand, le bâtiment n'était pas aussi haut, nous avions besoin de bâtiments iconiques pour l'époque, on a mis. Donc c'est des petites choses comme ça, et pour nous c'est important aussi de discuter du jeu et de bien montrer, oui, ce sont des choix, ce n'est pas la réalité, surtout quand nous parlons en public scolaire. Et ce que nous ne savons pas forcément faire, et pour nous ce sont des aides, aucune intention de se substituer bien sûr aux enseignants, mais d'amener des petits éléments qui peuvent servir, et encore une fois avec cette distance critique par rapport au travail qui est fait. Et enfin, je termine là-dessus, ça a posé un vrai problème, ces Discovery Tours. Ça supposait d'avoir un équipement qui n'était pas disponible forcément dans les collèges et dans les lycées. Ça supposait d'avoir soit des consoles, soit des PC pour les passer, etc. On sait très bien que c'est pas la situation. Enfin bref, si je prends juste le lycée de mon fils, c'est impossible. Donc c'est pas possible. On a choisi pour le dernier en date, pour Mirage, là, donc dans Bagdad Abbasid, on a choisi de recréer une application qui peut être téléchargée sur les téléphones ou consultée sur ordinateur. C'est gratuit, c'est à disposition de tout le monde, vous pouvez vous connecter. Il y a un petit jeu en soi, il y a une découverte ludique et il y a au contraire des entrées directes pour taper dans tout le registre culture, économique,
etc., qui permet de connaître tout ça, et avec des petites expériences sympathiques de réalité augmentée. Donc j'aime bien, ici encore une fois l'expo. Il y a une expo en cours à Tourcoing, alors c'est pas tout à fait, c'est de l'autre côté. faut vraiment taper de l'autre côté de l'Hexagone, mais il y a une expo en cours à Tourcoing aussi sur le jeu vidéo et qui compare jeux vidéo et archéologie avec l'Institut du monde arabe avec lequel nous avons travaillé pour développer un jeu. On adore faire ces choses-là. Et puis voilà, et je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long, et je vous mets au cas où, je ne sais pas si ça marche comme ça. C'est le petit QR code de l'appli, encore une fois c'est gratuit, bienvenue, et n'hésitez pas. De dégainer son mobile. Merci beaucoup, Seigneur. C'est beaucoup de partage pour c'est évident pour quelqu'un comme toi qui occupe la fonction qu'occupe à Ubisoft de venir en bonne transparence avec vous nous révéler quelques petits secrets de fabrication, même si on comprend que tu ne puisses pas non plus toujours tout, c'est la logique. Est-ce qu'on a 10 minutes? C'est trop cool là. C'est bien, ça veut dire que même à 17h50, le public en redemande. Moi, c'est très vite. Ah, c'est très vite, madame. Vite fait ma question. Excusez-moi. En fait, sur le programme, il était indiqué Assassin's Creed Japon. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait la présentation d'un opus Japon. Bon, il n'y a pas eu. J'en ai dit un mot en introduction. Ah, et juste pour vous indiquer que moi j'ai appris la connaissance d'Assassin's Creed il y a pas très longtemps, finalement 3 ans, peut-être par l'intermédiaire de Nota Bene, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. On le connaît bien. Par l'intermédiaire de Benjamin. On le connaît. Apparemment, il y a beaucoup d'Assassin's Creed. Alors, je réponds sur le Japon. Effectivement, c'était initialement prévu, nous a signalé il y a pas assez de temps que ça soit modifié sur le programme imprimé, qui souhaitait plutôt faire une présentation un petit peu plus transversale que uniquement focalisée sur le Japon. Voilà, bon, En fait, bonjour. En fait, j'aimerais beaucoup travailler à Ubisoft en tant que graphic designer, artiste, etc. Et je me demande si vous saviez les parcours qu'il faut faire. Et ensuite, j'ai une petite anecdote à propos de Assassin's Creed Odyssey. En 6e, mon prof d'histoire géo, qui est vraiment trop génial, nous a fait regarder une vidéo de Assassin's Creed pour nous faire comprendre le système un petit peu de vol, etc., de la tête, et voilà, très intéressant. Merci pour la. merci beaucoup. Ça Alors, me fait bien, ça. première question. Juste un truc, alors pour alors typiquement, graphic designer, je ne suis pas qualifié pour connaître le cursus scolaire là-dessus. Je veux dire, je ne voudrais pas vous noter, je ne sais pas quel âge vous avez et combien de temps il vous reste d'études. Juste un truc sur ce qui est les métiers, et c'est pas une manière de botter en tout, c'est très sérieux. Le site d'Ubisoft qui propose des métiers, que ce soit d'ailleurs en France comme dans toutes nos dépendances dans le monde, est à jour, mais constamment remis à jour. Je veux dire, c'est pas, vous savez, des fois on dit allez voir sur le site, et puis sur le site, d'accord. Non, il est à jour et il y a un processus de recrutement qui est très précis, qui est direct, avec des phases très bien organisées. Enfin, s'il y a bien un truc, il y a un truc qui marche très très bien, c'est ça, qui a été révisé il y a quelques années. Je peux confirmer, pour nous, quand on a fait du recrutement, que c'est à jour. Nous, on ne peut pas faire de recrutement direct d'ailleurs. On doit passer, les gens doivent se présenter, même quand ils sont en interne, ils doivent repasser par ce processus-là. Il ne faut jamais hésiter là-dessus. Sur les équipes, sur tout ce qui est graphic design, encore une fois, j'aurais peur de vous dire de là. On a une réponse aussi sur la question des formations. Oui, sur les formations. C'est pas je sais que Nico qui est photographiste, mais pour répondre à une fille, les grosses écoles. Je citerai des écoles comme l'ESMA, les Gobelins, il faudra que il y a un site de Montpellier, etc. Donc, il y a une formation à Montpellier, je crois. Une formation de vidéo, de visuel. À l'université en licence ou parce que du coup ça. Comment ça en licence Directement sur du post-bac, quoi. D'accord. Vive Parcoursup et les choix.
l'ambiance, l'atmosphère politique aux États-Unis n'est pas propice en ce moment. Je lui demande pas. Hein? Non, j'ai vu passer des choses dans la presse. C'est vraiment Alors, vraiment. Pas de souci. Il y a des questions ici, du public, c'est important. Oui, bonjour, de la présentation. J'avais une question à propos des bâtiments iconiques dont vous parliez. Je vais prendre un exemple à Assassin's Odyssey. Par exemple, des fois, il y a des petits bâtiments qui sont représentés, qui sont postérieurs à la période qui est, imagine, je pense à la colosse de Delphes, qui est représentée, et pourtant qui est postérieure, mais elle est représentée en construction. Et du coup, je me demandais s'il y a forcément une action de votre part, mais à quel point vous avez le pouvoir d'influencer là-dessus. Donc, la question de l'anachronisme que je voulais te poser, c'est parfait du public. Exactement. Alors ça pose cette question des choix, elle est complexe parce que elle met beaucoup de choses en jeu. À la base, quand on représente une époque, effectivement, on va dire tel ou tel bâtiment n'est pas encore construit à l'époque, ou pas dans cet état-là, pas sous cette forme-là, pas encore aussi développé. Et donc ça, c'est le point de vue et typiquement le genre d'information que nous avons apporté aux équipes créatives. Après, ce qui va être opposé, et que moi je comprends bien, même si des fois mon petit cœur d'historien peut souffrir, nous n'allons pas toujours revenir à ces périodes-là. Il peut y avoir des attentes très très fortes sur certains bâtiments. Donc il y a cette envie de les montrer là, il y a cette envie de les mettre là, qui peut des fois être beaucoup plus forte qu'une stricte exactitude historique en termes chronologiques. Il y a des fois des choix assumés. Moi je sais que par exemple pour Mirage et Bagdad, on a clairement fait le choix, on s'est dit 9e siècle, Bagdad c'est bien, c'est pas encore l'islam le plus rayonnant des siècles postérieurs. Et c'est quand même dommage parce que ça va être un peu tristou pour dire ça simplement. Et après tout, si c'est vraiment la capitale de cet empire, pourquoi on ne mettrait pas aussi tous les styles culturels et artistiques qui étaient présents à cette époque-là et un petit peu après dans le monde musulman? On ne va pas trop forcer les choses, on ne va pas jouer non plus sur l'Andalousie du XIIIe siècle, mais quand même, on va pousser le curseur un petit peu plus loin. Ça, on le fait. Ça c'est le genre de choses qu'on fait. Et puis après, il y a le fameux cas, moi je le cite toujours, qui est le cas, et alors ça, il n'y a aucune discussion là-dessus, le cas de la flèche de Notre-Dame. On fait un travail de fou à reconstituer Notre-Dame. On a une collègue, Caroline Luz, qui a passé, je crois, 6 mois, si je me souviens bien, à reconstituer bloc par bloc ce qui allait être Notre-Dame. Sans la flèche, parce qu'elle n'est pas présente à l'époque de la Révolution française, c'est montrer dantesque devant les joueurs et joueuses, refus total, rejet total. Sans la flèche, c'est pas Notre-Dame. Et alors là, on sent effondrement négatif, enfin, ça passe pas. Là, c'est pas discutable pour un jeu, et qui est aussi un produit commercial, c'est pas discutable de la flèche, elle est revenue tout de suite. Et je le comprends, je veux dire, quelque part je le comprends, et d'autant plus que Assassin's Creed permettra pas d'été, etc. Donc, ce sont des dialogues. L'important, c'est pour moi, en tout cas, l'important, c'est qu'ils aient lieu. C'est-à-dire que ce soit réfléchi et pas une erreur. Que ce soit pas, oh, en fait, on a fait ça, on s'en rend compte. C'est un choix, c'est un choix. On prend une dernière question. C'est un choix aussi. On arrive vraiment sur la fin de la séance. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. J'aurais une question. Selon les métiers que vous nous avez présentés tout à l'heure, est-ce que vous intervenez à des moments différents selon les métiers? Par exemple, le scénariste réalisateur, il écrit un scénario, vous se donnez un correcteur, ou est-ce que vous avez déjà, maintenant vous avez une base énorme de données, j'imagine, des informations, donc il peut piocher finalement, ensuite vous revenez pour compléter. Mais est-ce qu'il y a vraiment des différences selon les métiers? Par exemple, le graphiste qui va fabriquer un bâtiment, j'imagine que vous devez peut-être absolument lui dire avant qu'il commence à perdre du temps à construire ce bâtiment. Attendez, il y a un problème de date, est-ce que vraiment on fait ce choix pour nous? Voilà, c'était une question. Vous mettez le doigt sur peut-être le défi fondamental de la production de vidéo. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours être là plus tôt, il faudrait toujours être là avant. Et il faudrait, au moment où on choisit de faire un jeu vidéo, avoir déjà toutes les connaissances accumulées pour déjà commencer à les transmettre. Et il faudrait que les gens avec qui nous travaillons, en 3 semaines, acquièrent une connaissance de fond sur la période traitée et les cultures traitées
digne de, alors on va pas, je dis pas un expert, mais quand même, enfin, il faudrait qu'il soit d'un coup calé du jour au lendemain en un clin d'œil. C'est extrêmement difficile, et en plus après le processus de production de jeux vidéo n'est pas du tout linéaire et fonctionne par à-coups avec des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent, on lance des équipes, on en veut d'autres. On commence à avoir de plus en plus de monde qui intègre le projet, on commence à 12 personnes en général, une douzaine de personnes, on va être à 800 à un moment. Il y a les décalages horaires, je mentionnais, des décalages horaires, questions culturelles, questions d'échange, des fois de langue, tout simplement. On massacre tous l'anglais allègrement entre nous, mais je veux dire, c'est la langue véhiculaire, mais il y a très peu qui la parlent en fait réellement. Donc des fois il y a aussi des approximations. On ne peut pas être partout, il faudrait tout combler, c'est un vrai souci. Et alors pour ne citer que la narration, alors eux, s'il y a un métier, je me permets de le dire parce que on échange souvent avec eux et là, s'il y a un métier qui est sacrifié, c'est celui-là. Je veux dire, c'est un jeu vidéo, on va commencer à développer quelque chose, ça ne marche pas, on va changer quelque chose, on va enlever, finalement il y a trop de personnes, là c'est compliqué, alors là on va réduire la carte, il y aura moins d'objets, il y aura moins de choses. En fait, votre scénario, il est à réécrire tous les jours. Et sincèrement, enfin, ça peut être très gratifiant, me disait notamment Sarah Bobu, le collègue qui avait écrit pour Mirage, c'est une expérience exaltante et en même temps c'est épuisant. Et c'est vraiment, enfin, il faut remettre l'ouvrage tous les jours et c'est extrêmement compliqué. Et nous, c'est un peu la même chose, il faut qu'on apparaisse, qu'on reforme les gens qui s'intègrent au processus. On découvre qu'il y a des besoins qu'on ne connaissait pas, on doit tout réviser, et en fait c'est souvent produit en même temps qu'on est en train de discuter. Moi je dis toujours, enfin on construit la voiture et on la conçoit alors qu'on est déjà en train de rouler. Mais ça c'est le jeu vidéo, et le jeu vidéo n'a pas trouvé de solution, je sais que dans d'autres compagnies c'est la même chose. Le processus de production impacte énormément le résultat, ce qu'on peut voir. Ça c'est ça. C'est le problème au cinéma, j'imagine. Et vous avez dit aussi que les consultants historiques pourraient venir et diriger dans des tournages, mais en fait c'est quasiment impossible. Oui, j'imagine. C'est même impossible. En fait, c'est trop tard parce que même en fait il faudrait aussi un expert lors du montage. Exactement. Donc quelqu'un qui à côté qui dit là, ça c'est pas possible. Ou alors tu fais le choix de. Voilà, c'est le choix qui est fait. Quelqu'un qui est un consultant à chaque métier. C'est intense, c'est intense. Mais il faudrait être là le plus tôt possible. Mais ça on ne peut pas toujours le faire. Un grand merci, Thierry. On vous applaudit encore une fois. Alors,